Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. C'est une belle journée de soleil, donc je vous admire beaucoup de vous être déplacés et enfermés avec nous, mais vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Je pense qu'on va passer un bon moment. Il faut vraiment s'être enfermé à double tour ces derniers temps pour ne pas constater que la cuisine est partout, scénarisée à la télévision, hyper présente et esthétisée sur les réseaux, théorisée comme une valeur refuge par de nombreux observateurs, objet d'émissions radiophoniques dédiées, de librairies, on en parlait, entièrement dédiées à la cuisine. Pratique quotidienne par essence très partagée, démocratique, la cuisine peut aussi s'élever à un niveau quasi mythologique sous la main de certains chefs. Les écrivains d'ailleurs n'ont pas attendu l'actuelle tendance pour s'emparer de la gastronomie comme d'un art voisin, à relever les défis passionnants qu'elle posait à l'écriture, à souligner son importance pour la vie émotionnelle et psychique. On ne peut pas bien penser, bien aimer, ni bien dormir si l'on n'a pas bien dîné, disait Virginia Woolf. Et de Jim Harrison à Marguerite Duras, en passant par Tanizaki ou Alexandre Dumas, qui disait vouloir, je cite, clore son œuvre littéraire de 500 volumes par un livre de cuisine. Ils sont de nombreux gourmets à s'y être penchés, intéressés, et à nous avoir rappelé que, vecteur d'émotion et de communication, la cuisine était aussi et souvent une question de désir, d'énergie, un objet de représentation culturelle, un lieu de souvenir, un incubateur d'histoire. La cuisine est-elle une aventure spirituelle? En quoi inventer une recette, c'est créer une émotion, raconter une histoire? Quels sont les principaux enjeux que la cuisine tend à l'écriture? Quelles évidences, quelles résistances? Préparer des plats et écrire des livres sont-ils des gestes compatibles? Suppose-t-il une implication comparable des sens? C'est ce qu'on va voir dans cette discussion d'une heure à peu près, menée avec deux autrices qui ont certainement beaucoup réfléchi à la question. Alors jusqu'ici, ces deux autrices n'ont pas procédé exactement de la même manière pour faire entrer la cuisine dans leurs livres. Je vais vous les présenter rapidement. Marine Diaye, vous êtes romancière et dramaturge. Vous êtes l'autrice d'une vingtaine de livres. Vous êtes née en France, à Pithiviers, à la fin des années 60. Vous vivez aujourd'hui à Berlin, en partie. Vous avez commencé l'écriture très tôt, puisque votre premier livre, Quant au riche avenir, sera repéré et publié par Jérôme Lindon, fondateur des éditions de Minuit, alors que vous n'avez que 17 ans. Vous avez notamment remporté le prix Femina en 2001 pour Rosie Carpe et le prix Goncourt, bien sûr, en 2009 pour Trois femmes puissantes. Vous avez aussi notamment coécrit un film avec Claire Denis, White Material. En 2016, vous avez publié La Chef, roman d'une cuisinière qui vient de sortir en poche en la collection Folio, chez Gallimard. Dans ce roman, un ancien commis de cuisine raconte la vie et la carrière de La Chef, une cuisinière autodidacte qui a longtemps connu une période de gloire et dont il a été à la fois l'assistant et l'amoureux et conduit. Pour la forme de la narration, vous choisissez un long entretien auquel répond le narrateur à propos de La Chef, récemment disparue, et dont vous n'aurez gardé que les réponses du narrateur, pas les questions. Ce faisant, ce narrateur dresse le portrait d'une femme étrange, très solitaire, impressionnant, un portrait à la lisière du réel à certains endroits et qui développe une conception assez anti-spectaculaire de la cuisine, on va y revenir, un éloge du secret, du temps, de la modestie, un discours assez fascinant, je dois dire, sur la création et le style. Alors le roman, je l'ai dit, vient de sortir en poche, et je souligne aussi que vous avez un nouveau livre, trois pièces, une pièce de théâtre qui est à paraître en avril chez Gallimard et dont on se réjouit beaucoup de la découvrir. Ryoko Sekiguchi, vous êtes traductrice, poétesse, autrice, essayiste. Vous êtes née en 1970 à Tokyo et vous vivez aujourd'hui entre le Japon et la France. Vous avez consacré tout un tas de livres à la cuisine, à la nourriture, en portant une attention particulière aux manières dont les cultures, japonaises et françaises, en l'occurrence celles que vous connaissez le mieux, influent sur la manière de voir la nourriture. Après le Club des gourmets, Fade ou L'Astringent, vous venez de publier Nagori, un petit essai intime, rêveur, délicieux et étonnant sur les saisons et la manière dont elles viennent subtilement rythmer nos appétits, nos projections et nos émotions. Vous y consacrez bien sûr une large part à notre rapport à la nourriture et aux produits dits de saison. Je m'en voudrais d'oublier de dire que vous êtes aussi l'autrice de guides gastronomiques, dont un guide des meilleurs restaurants japonais à Paris. Et j'ai cru comprendre que le prochain livre, encore en cours d'écriture, prendra la forme d'un portrait de Beyrouth à travers la cuisine des locaux, les histoires que l'on raconte. Un ouvrage pour lequel vous avez beaucoup donné de votre personne, avec, je crois, quelque chose comme 321 plats dégustés en un mois, passés sur place. Bravo.
Alors, on est très heureux de pouvoir vous rassembler aujourd'hui et que ce soit donc la cuisine qui en soit le prétexte dans une sorte de grand repas fictif. J'aimerais revenir sur l'origine de vos projets littéraires. Ryoko Sekiguchi, je ne sais pas si Marine Diaye en dira autant, mais on peut parler chez vous, il me semble, d'une véritable passion pour la cuisine. Pour vous suivre un peu sur les réseaux, par exemple, régulièrement alimentés en recettes, en récits de repas ou de voyages gastronomiques, en photographies de plats qui ont tous l'air plus fous les uns que les autres. Elle semble être chez vous une obsession positive et très mobilisatrice. Il faudrait commencer par raconter comment vous en êtes venu à écrire, moins sur la cuisine peut-être que sur le goût. Donc j'aimerais faire un petit détour biographique puisque j'ai appris en préparant cet entretien que vous êtes la fille d'une cuisinière et que quand vous étiez enfant, elle donnait des cours de cuisine à de jeunes japonaises en âge de se marier. En quoi la cuisine est-elle peut-être d'abord pour vous liée à une histoire familiale ? Alors bonjour, c'est vrai que voilà, donc ma mère avait une petite école de cuisine, donc pour les jeunes femmes qui attendaient sagement leur mariage avec plein de rêves. Et moi, c'était surtout quand j'étais lycéenne, je m'occupais pour ces fiches de recettes. Par exemple, supposons qu'elle apprend un borscht. Donc, et là, donc je cherchais, je faisais une petite recherche sur le mot, l'étymologie, comment il mange, en fait, où il est né. En fait, toujours, pour moi, bien sûr, il y avait ce côté concret que de la cuisine que ma mère faisait et que d'ailleurs, pendant longtemps, je refusais de faire de la cuisine. Parce que vous savez, le rapport mère-fille. Mais en même temps, je pense que la cuisine m'intéressait surtout aussi parce qu'elle était toujours liée aux mots. Donc, et si toutes les cultures culinaires valent autant, je pense qu'il y a des cultures qui ont écrit beaucoup sur les goûts, sur la cuisine, et je pense que la France et le Japon, ce sont deux pays qui ont laissé beaucoup de livres donc dans l'histoire sur ce qu'ils mangent, sur ce qui nous nourrit, et je pense que bien sûr, j'aime concrètement manger et c'est une sorte de, comme vous avez dit, une obsession. Je ne sais pas si c'est positif, en tout cas une obsession et c'est quelque chose qui ne connaît pas de satiété, mais aussi parce que qu'il est vraiment inséparable et que qu'on ne peut pas manger ce qu'on ne peut pas nommer d'ailleurs. Donc je pense que, et en même temps il y a le mystère parce que vous faites la cuisine tous les jours, mais que je pense que quand je demande si vous avez déjà une fois nommé, donné le nom à ce que vous avez fait comme plat, il y a très peu de gens qui ont... Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné le nom à votre plat? Inventer un titre, oui. Oui. Parce que vous donnez le nom à votre chien, je ne sais pas, mais pourquoi pas et donc, les mots, la langue entretient un rapport très étrange avec la cuisine et ce mystère-là qui m'attire. Merci. Marine Diaye, en 2001, votre héroïne Rosie Carp travaillait dans un restaurant. En 2003, vous signez une pièce qui s'appelait « Papa doit manger ». En 2009, dans « Trois femmes puissantes », il y a un homme qui vendait des cuisines. Bien moins anecdotique, votre roman La Chef tourne tout entier autour d'un personnage de cuisinière. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les circonstances qui vous ont fait vous intéresser au monde de la cuisine. Donc pourquoi dans La Chef avoir choisi de consacrer tout un roman à un personnage de femme qui cuisine? Je me demandais en particulier si c'était la cuisine qui vous intéressait ou bien s'il se faisait que le personnage que vous aviez choisi était une cuisinière et que vous avez d'une certaine manière fait avec. La cuisine m'intéresse en tant qu'art, en tant que pratique quotidienne, mais ce n'est pas une obsession dans ma vie. Elle a une place importante dans ma vie, mais
pas essentiel, je dirais. Quand j'ai eu fini d'écrire ce livre, La Chef, alors que je m'étais beaucoup intéressée à la cuisine durant les mois de l'écriture, une fois l'écriture achevée, la cuisine a quelque peu déserté mon esprit et mes préoccupations. Si j'ai choisi de faire de mon héroïne une cuisinière, c'est parce que déjà c'est une pratique que j'ai. Donc je sais ce que c'est que cuisiner, alors que je ne sais pas ce que c'est que faire des meubles, je ne sais pas ce que c'est que peindre, je ne sais pas ce que c'est finalement de faire autre chose que les quelques activités qui sont les miennes. Or, j'aurais eu beaucoup de mal, je crois, à donner à mon héroïne une occupation, un art que je n'aurais pas pratiqué moi-même. Donc il y a déjà quelque chose de très pratique dans le choix de ce métier. Ensuite, évidemment, cela m'a été l'occasion, au-delà de la cuisine, d'essayer de réfléchir à ce qu'est en général une recherche de sens. Enfin, c'est presque une recherche mystique dans la vie de cette femme. Et qu'est-ce que c'est aussi que de se consacrer, de faire le choix de n'avoir dans sa vie aucune autre forme d'intérêt, d'amour, de goût que celui que l'on s'est choisi. En fait, c'était plus que d'écrire sur la cuisine, écrire sur ce qui sous-tend la passion finalement. J'aimerais qu'on revienne un peu à la manière justement dont vous avez documenté l'une et l'autre vos livres. Ryuko Sekiguchi, je l'ai dit, vous êtes né à Tokyo, vous avez été élevé à Tokyo. Au fil de vos livres, il vous arrive de faire l'exercice de vous mettre dans la peau d'une Française née en France pour vous décaler d'une approche du goût qui serait une approche innée, naturelle, non questionnée, et ainsi aborder la question au fond très culturelle que représente le goût. Vous dites que pour parler d'une cuisine étrangère, il faut pouvoir sortir de sa grammaire à soi. Il me semble que vous documentez beaucoup vos livres à partir de la double culture que vous possédez. J'avais envie de vous demander qu'est-ce qu'elle vous permet, cette double culture et cette double langue, pour justement aborder la question du goût, de la cuisine. Alors, c'est vrai que non seulement donc Nagori qui en soi est un livre qui traduit ce simple mot, en fait, si on traduit un mot, ça peut être soit équivalent d'un autre mot en français, ou bien parfois ça peut, on a besoin d'avoir un peu plus d'explications, et que je pense que peut-être Nagori, ce mot-là, avait besoin d'un livre pour l'expliquer. Et c'est pareil, donc j'ai aussi écrit d'autres livres sur les goûts, comme l'astringent ou bien fade. Ce sont des livres qui sont nés surtout dans ma pratique de traductrice, parce que c'est vrai que plus, bon, bien sûr, les goûts centrales comme sucré, salé, acide, je pense qu'on arrive à peu près à avoir la même acception, mais que plus le goût va au bord, dans les banlieues de gustatif, il y a plus la différence non seulement gustative, mais esthétique, sentimentale aussi, parce qu'un qualificatif gustatif n'est rarement que gustatif. Donc, je pense que c'est aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la cuisine m'intéresse aussi parce qu'elle est indissociable au mot, mais que aussi c'est le mot autour du goût. J'ai perdu le fil de...
à vrai dire, je ne sais pas si je m'intéresse justement à la cuisine ou bien aux mots autour de goût ou bien surtout de perception. Aussi parce que la cuisine est un des rares actes qui utilise les 5 sens. Parce que quand on pense à toutes les activités humaines, que ce soit, je ne sais pas, aller travailler, faire le sport, faire la musique, parler avec les gens, il y a rarement les actes qui sont aussi, disons, ouverts au monde. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'utilise peut-être la cuisine comme une sorte de prétexte pour penser à ces 5 sens et les perceptions. Marine Diaye, dans le roman, avant de devenir la chef, votre personnage a travaillé et appris auprès d'une cuisinière. C'est un enseignement qu'elle a reçu par l'exemple, c'est-à-dire sans en avoir réellement conscience, puisqu'elle n'est pas vraiment apprenante. Hein, elle regarde la cuisinière cuisiner. Votre roman montre donc un apprentissage par l'observation et une expérience intérieure qui s'acquiert et s'accumule en silence, sans que jamais elle ne mette la main à la pâte, si je puis dire. Je me demandais si pour parler de la cuisine, justement, vous vous étiez basé sur votre propre expérience, que vous aviez un peu abordée tout à l'heure, ou si vous aviez, par exemple, été observer des chefs, leurs gestes, leurs postures, leurs techniques. Non, je ne suis allée observer aucun chef, je ne suis allée dans aucun restaurant étoilé. J'avoue que je n'ai jamais mis les pieds dans un restaurant étoilé. Ça ne m'attire vraiment pas. Il y a quelque chose, je pense, dans ce qui me semble être une forme de tralala qui me tient sur la réserve. Donc j'ai lu quelques livres sur la cuisine, très peu finalement, et j'ai travaillé avec ce que je sais depuis longtemps de la cuisine, avec mon imagination, et voilà. Cela m'intéresse beaucoup ce que Ryoko disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas manger ce qu'on ne peut pas nommer. Ça m'a rappelé un voyage au Japon que j'ai fait il y a quelques années, au cours duquel j'ai beaucoup fréquenté de restaurants. Et il est arrivé souvent que je ne reconnaisse pas ce qui m'était proposé et que lorsque je demandais une traduction, la personne ne sache pas traduire le mot japonais vers le français. Et je me souviens que le seul moyen, en quelque sorte, d'apprécier ces choses sans nom, ces choses étranges, était d'essayer de les ramener vers des choses qui avaient un nom en français, dire ça ressemble à ça, ça ressemble à de la sèche, ça ressemble à de la prune, ça ressemble à, mais que tant qu'on ne peut pas faire un lien entre ce qu'on a en mémoire et cet étrange aliment qu'on pose devant vous, il est difficile, oui, de le manger et plus encore de l'apprécier. Et j'ai appris là-bas aussi à ne plus du tout évaluer les aliments en fonction du peu de goût. En français, lorsqu'on dit qu'un aliment n'a pas de goût, c'est forcément négatif. Un aliment sans goût est un aliment médiocre en général. Et j'ai appris là-bas à ne pas réfléchir ni ressentir en ces termes, mais à me dire ça n'a peut-être pas de goût, mais c'est croquant, c'est mou, c'est tendre, c'est suave, etc. À réfléchir et à ressentir la nourriture avec d'autres mots et d'autres niveaux d'évaluation en quelque sorte. J'aimerais qu'on aborde la question des genres littéraires dans lesquels vous vous illustrez et vous faites apparaître la cuisine, puisque, je l'ai dit, c'est pas tout à fait, on ne se situe pas tout à fait sur la même ligne d'écriture. Ryoko Sekiguchi, vos livres apparaissent vraiment à la croisée de plusieurs genres
On peut les voir, c'est un peu difficile à caractériser d'ailleurs dans notre culture française qui est très segmentée au niveau des genres littéraires. On peut les voir comme des sortes d'essais très personnels où vous parlez beaucoup de vous, de votre histoire. Donc on pourrait aussi les voir comme des récits autobiographiques. Ça pourrait aussi apparaître comme des petits précis métaphysiques, anthropologiques. Et puis il y a l'apparence de vos textes aussi qui vont plutôt dans la forme brève, l'esthétique du fragment, les images qu'ils provoquent aussi, qui tirent d'une certaine manière vos livres du côté de la poésie. Je ne sais pas si j'ai raison de le penser. Et dans Fade, qui est un petit livre que vous consacrez entièrement donc, au concept de la fadeur, vous écrivez « Peut-être, tandis que la cuisine française s'attelait à la composition d'une série de romans plus volumineux les uns que les autres, la cuisine japonaise ciselait-elle des vers de poésie ?» Je me demandais pourquoi la poésie, le haïku, sont-ils historiquement le genre littéraire de la cuisine au Japon ? Difficile, mais c'est vrai que comme vous avez dit tout à l'heure, donc justement sur cette d'apparence, l'absence ou bien de goût, ou bien de très peu de goût, on peut penser autrement. En fait, on peut poser la question autrement, c'est-à-dire que est-ce que quand on ne voit pas bien, il y a deux manières de penser. C'est-à-dire que c'est soit cet objet-là, cette chose-là n'est pas, enfin, par exemple, n'est pas bien décrit, ou bien ce soit qu'on n'a pas la vue pour, ou bien si on n'entend pas un son, c'est parce que le décibel est vraiment bas, ou bien soit on n'a pas la capacité. Et aussi quand on pense que un plat n'a pas de goût, on peut penser que c'est peut-être notre capacité de sentir le goût qui fait défaut. C'est que, et je pense aussi qu'on est de plus en plus, non seulement en France, mais au Japon aussi, tendance à être comme ça, à s'asseoir confortablement dans le fauteuil et attendre que le goût vienne vers nous, et que si ce n'est pas le cas, on dit ah bon, c'est fade. Et je pense que si malheureusement finalement au Japon, la plupart des cas, on a un peu abandonné cet exercice, et que même aujourd'hui il y a des goûts clinquants comme ça qui décorent en fait notre table. Il reste encore des places où on fait faire, disons, cet exercice d'aller vers le goût, et que c'est comme donc justement de se demander s'il n'y a pas de son, ou bien c'est que, enfin, quand on est inaudible, qu'est-ce que ça veut dire le sujet, c'est moi qui est incapable, ou bien c'est le son qui est absent. Et je pense, et je pense au Japon, donc la cuisine, comme j'ai dit, haïku, et ce n'est pas seulement, donc à la fois, donc il y a cette espèce d'écouter un son, mais vraiment très bas, pour savoir si on l'entend. Mais aussi, comme vous avez dit, qu'en fait, quand il n'y a pas de goût, mais en même temps, il y a des textures. Et qu'on peut penser que si le goût, les goûts sont des sens, des significations, on peut créer les phrases autrement, comme justement le cas de la poésie, où la sonorité, donc les textures, ou bien le rythme, peut arriver plutôt en avance. Donc je pense qu'il y a dans la cuisine japonaise ce côté-là. Par exemple, le goût se retire
pour mettre, par exemple, la texture, via la chaleur, la température, plus en avance. Oui, au fond, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a aussi un rapport, dans la poésie, évidemment, un rapport au son par rapport à... Enfin, autre que les sens. C'est ça, ou qui serait prédominant par rapport à une histoire. De la même manière que la texture serait plus importante parfois que le goût. Oui, par exemple. Alors Marine Diaye, au niveau de la forme évidemment de votre roman, vous choisissez évidemment d'aborder la cuisine comme révélatrice d'une individualité. Vous pratiquez une littérature centrée sur la position et sur la notion de personnage depuis longtemps. Et ici, vous dessinez le roman d'apprentissage, d'initiation d'un personnage, en l'occurrence d'une femme. J'avais envie de vous poser la question de la forme en fait, du roman d'initiation, qui est peut-être l'un des canons du genre, un type de récit donc, où l'on suit l'évolution d'un personnage, qui peut être positive ou négative d'ailleurs, vers la compréhension du monde ou de lui-même. Pourquoi le roman d'apprentissage reste-t-il une forme enviable pour vous en littérature depuis, disons, le 19e siècle? Pourquoi aujourd'hui encore le roman d'apprentissage et en quoi la cuisine vous permettait de lui donner peut-être un nouvel angle? Roman d'apprentissage, certes, mais quelque peu dévoyé, puisque dans les romans d'apprentissage classiques, ce que nous raconte l'auteur est juste, enfin, on ne remet pas en cause, on ne se pose pas de questions sur l'exactitude des faits que l'auteur nous décrit, alors que dans ce roman-ci, la chef, cet apprentissage, cette initiation et cette vie de cuisinière nous sont rapportés par ce narrateur qui a été son employé, et lui-même, puisqu'il y a une grande différence d'âge entre eux, n'a pas vécu, n'a pas vu ce qu'il nous raconte des premières décennies de vie de cette chef. Il n'en sait que ce qu'elle lui a raconté et ce qu'il a pu glaner par ailleurs de son côté, mais rien n'est sûr, puisque ce qu'il sait, ce qu'elle lui a dit, bien sûr, le récit déjà fait par cette femme à ce jeune homme a nécessairement subi, comme dans tout récit, des transformations, des altérations, des embellissements, etc. Quant au trou de la vie de la chef, quant à ce qu'il ignore, eh bien, ces trous, il les comble avec ce qu'il suppose ou ce qu'il imagine. Donc, c'est peut-être un faux roman d'initiation. C'est l'image, en tout cas, que cet homme se fait de cette femme. Et il veut que ce soit une image glorieuse. C'est un récit tout à la gloire de la chef. Il ne tient absolument pas à nous faire supposer que la chef a pu commettre des actes médiocres, etc. C'est une sorte d'allégorie, finalement, qu'il trace de cette femme. Donc, roman d'initiation, oui, mais pas tout à fait non plus, je dirais. Alors, Ryoke Sekiguchi, il y a la poésie japonaise qui aborde la nourriture, mais pas que. Dans le Club des gourmets et autres cuisines japonaises, vous rassemblez et traduisez des nouvelles de 10 auteurs japonais, donc du XIIe siècle à nos jours, qui racontent tous une histoire de cuisine. Il semble vraiment y avoir au Japon une perméabilité entre le domaine de l'écriture et celui de la cuisine et du goût. Dans la préface du livre, vous écrivez « Les personnages mangent, beaucoup, souvent, la scène de table ou plus largement l'acte d'absorber aliments et breuvages fait figure de motif immanquable de la fiction moderne et contemporaine au Japon. » J'avais envie de vous demander pourquoi, selon vous, la littérature japonaise porte si haut l'acte de manger et de boire? Alors, je ne sais pas si je saurais répondre à cette question, mais j'ai pensé cette question autrement, c'est-à-dire que pourquoi le critique
gastronomique comme genre d'écriture n'existait pas au Japon. Et je pense que la réponse est plutôt donnée par le fait que la littérature a occupé tellement d'espace, en fait, d'occuper le territoire, et qui a fait d'une autre manière de décrire un plat, tout en ayant la distance entre le plat et de la manière de décrire, par exemple, un tableau semblait très difficile, je pense, ou bien ne pas été pensé au Japon. Et ce qui est assez curieux, d'autant plus que quand on pense aux autres genres critiques, par exemple comme critique d'art, critique cinéma, critique littéraire, à partir du 19e siècle, enfin fin du 19e siècle, à peu près presque au même temps que la naissance, par exemple, de critiques d'art français, les articles sont traduits en japonais. Donc ça ne veut pas dire que disons, l'écriture, le genre critique a été étranger pour les Japonais. Mais je pense que c'est plutôt, je ne sais pour quelle raison la littérature a occupé tellement d'espace pour utiliser ce dispositif narratif, comme un dispositif narratif que je pense que le critique n'a pas pu prendre place. Oui, vous expliquez qu'en fait, c'est un sujet très noble d'écrire sur la cuisine au Japon, non seulement noble, mais très attendu. C'est presque une sorte d'exercice obligé pour les écrivains. Oui, et je pense que beaucoup d'écrivains se prêtent au jeu. Et aussi, il y a une sorte de tradition, c'est-à-dire que les écrivains même du XIXe siècle, enfin en France aussi, mais qui écrivaient beaucoup. Donc, on pouvait aussi jouer avec, disons, le patrimoine littéraire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on pouvait continuer toujours. Oui, d'ailleurs, dans le Club des Gourmets, vous vous moquez un peu des romans français. Je vais vous citer parce que c'est assez drôle. Vous dites, en comparaison des romans japonais, dans les romans français d'aujourd'hui, les personnages doivent certainement se cacher pour se nourrir, car on les voit rarement mettre quelque chose dans leur bouche. Toujours sur la question de la mise en forme du réel dans la littérature, Marine Diaye, bien sûr, La Chef est un roman réaliste, j'ai envie de dire, et pourtant il y a certains passages que quand la chef est en train de cuisiner, d'accomplir certains gestes, de mettre son corps au service d'une préparation, où s'opère un léger glissement, une petite exagération. C'est-à-dire qu'à la regarder faire, on n'est plus absolument dans le réalisme, on verse dans autre chose. Même si on est dans un livre réaliste, il y a une forme de magie, d'envoûtement qui opère par la nourriture. Et c'est une chose assez récurrente chez vous, je pense, qu'on a pu voir à l'œuvre, par exemple, dans un texte comme La Sorcière. Ce sont des basculements légers, presque indétectables à l'œil nu, mais qui imposent un climat, je dirais, incertain, inquiétant, presque fantastique à vos textes. Pourquoi avez-vous besoin de ces décollements du réel que la cuisine semble ici épouser, voire susciter? Que vous permettent-ils? Peut-être pour mieux faire sentir à quel point, pour cette femme, la pratique de la cuisine est une pratique artistique et qu'elle n'est pas dans la simple élaboration de plats, mais dans une quête autre, dans une quête qui finalement n'a même plus grand-chose à voir avec la cuisine, avec les aliments. J'aime, enfin, ça c'est un goût qui me vient de l'enfance. J'aime les contes depuis toujours et je n'en écris pas. Mais souvent, dans ce que j'écris, il peut y avoir une légère atmosphère de conte, en effet. Et quand ma chef cuisine, elle est une sorte de fée aussi. Elle cuisine d'ailleurs des choses irréalisables. Toutes les recettes que je lui fais créer et dont j'écris le nom sont des recettes merveilleuses au sens du conte. Ce ne sont pas des recettes
qui existent et ce ne sont pas des recettes, je pense, que l'on peut faire. À propos de ce que Ryoko et vous disiez tout à l'heure, j'ai trouvé, en effet, quand je me suis mise à écrire, assez peu de livres en français, de romans qui parlent de la cuisine. Il y a plein de livres, bien sûr, dans lesquels on trouve quelques scènes de repas, mais en général, ces scènes de repas sont là pour mettre en scène des personnages qui vont se disputer, qui vont se révéler des choses, etc. Le repas n'est que le prétexte au dévoilement de certains secrets ou à la révélation que ce couple n'a plus rien à se dire, etc. Le repas est rarement là pour le seul plaisir qu'on voit manger des gens. Alors qu'on aurait plutôt tendance à croire le contraire, puisque la cuisine a une place si importante en France qu'on aurait envie de penser que les écrivains ont fait aussi cher avec ça. Mais ce n'est pas vraiment le cas, finalement. Je me demandais si on lirait peut-être un petit extrait de chacun de vos deux textes pour illustrer une question intéressante posée dans chacun de ces livres. Ryoko, je me demandais si vous pourriez... Cette notion complexe et délicate s'est largement déployée dans les arts en général, aussi bien dans la poésie que dans les récits et dans les romans, ou encore dans la peinture et dans les pièces de théâtre. C'est un peu notre saudade japonaise, à ceci près que l'émotion dégagée est bien différente de celle-là. Elle porte une sorte de résignation, l'idée d'un destin qu'on ne saurait modifier. On abandonne une part de soi-même à la chose, au monde, à la beauté et au cœur de l'être aimé. Le cœur qui fait l'expérience de Nagori est un cœur généreux, sinon courageux. Il ne craint pas de faire don de lui-même à ces petites choses infimes, pas forcément dramatiques, mais si fragiles et délicates qui composent notre vie. Il va de soi que Nagori n'échappe pas non plus au domaine qui nous intéresse ici, la nourriture, si profondément liée à la nature et aux saisons. Lorsque Nagori s'attache à un fruit de saison, on regrette la saison qui s'en va, et le goût de ce fruit en vient à refléter, à incarner la saison, ou plus précisément la saison en fin de la vie. Au pas de la porte de la saison, passé déjà à la saison suivante, demeurons un instant avec ce fruit, resté faire ses adieux sur le seuil, nous songeons à la saison passée et la nostalgie nous serre la gorge. Le fruit de Nagori n'est peut-être pas aussi juteux que le fruit de Sakali, ni aussi croquant que le fruit de primeur de Hassili, mais il a gagné en gravité et en profondeur. Dans le système des 4 saisons qui, comme en Occident, est souvent interprété comme une allégorie de la vie humaine, chaque saison a sa vie propre. Nagori arrive en fin de saison, en fin de vie de la saison. Dans un plat de Nagori, nous avons un lien avec les produits de la nature, quelque chose entre en jeu qui n'est pas simplement de l'ordre du gustatif. Nous sommes face à la saison qui nous fait ses adieux ou que nous quittons nous-mêmes et les allers-retours du souvenir se déposent comme des vagues à chaque bouchée. Est-ce que je peux demander à Ryoko si au Japon, ce terme de Nagori pourrait s'appliquer aussi à la fin de l'hiver? Parce que j'ai l'impression que dans la culture occidentale, la sortie de l'hiver est toujours une fête, il n'y a pas de nostalgie
de oui, l'hiver. non, non, oui, Peut-être bien pour sûr. redire que Nagori, donc c'est cet attachement un peu nostalgique à la saison qu'on sent, qui est en train de nous filer sous les doigts. Enfin, c'est ça, cette espèce de volonté qu'elle continue un peu. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, en fait, Nagori s'applique à toutes les saisons, et surtout qu'il y a, par exemple, une expression qui est la neige de Nagori. Donc, ça veut dire non seulement donc, la neige qui reste jusqu'au début de printemps, mais c'est aussi le sentiment de la séparation au début printemps. Parce que, en fait, pour nous, la rentrée, ce n'est pas en septembre, mais c'est en 1er avril. Donc, la rentrée des classes. Voilà, la rentrée des classes. Donc, bon, bien sûr, il y a des couples qui se font, qui se séparent. Et donc, aussi qu'il y a des gens qui partent pour les études, pour le travail. Et donc, le printemps est souvent associé à la séparation. Donc, la Nagori de la fin d'hiver, ça existe. Mais vraiment, là, les Japonais, à bras ouverts, accueillent cette émotion là, maintenant. Alors, vous expliquez justement dans Nagori que vous dites qu'il y a un rapport très privilégié entre les Japonais et la nostalgie. Et outre cette couleur de la nostalgie, vous parlez aussi dans Fade, par exemple, un autre de vos livres, du fait que les aliments dans la cuisine japonaise subissent assez peu de transformation, contrairement par exemple à la cuisine française, et que c'est du coup, dites-vous, une cuisine qui accepte l'idée de faiblesse, de tristesse et de déchéance intégrée à la vie. Il y a quelque chose de la rencontre avec la mort dans la nourriture japonaise, dans la cuisine japonaise. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Oui, alors, quand je dis que la cuisine japonaise a un lien avec la mort, ce n'est pas dans le sens morbide, mais que quand vous pensez, par exemple, quand les aliments que nous utilisons traditionnellement, ce ne sont pas des animaux, par exemple, qui sont plus grandes que nous. Donc souvent, et les poissons, par exemple, on les voit en entier. Les zèbres, on les voit en entier. C'est-à-dire qu'on voit la forme de la vie en entier. Et que je pense que c'est surtout ça qui nous rend vraiment conscience de la vie qu'on assimile. Disons que ce n'est pas la mort, mais c'est plutôt la vie qui se donne pour nous. Oui, et c'est très beau d'ailleurs la manière dont le livre commence, puisque vous êtes attablé dans un restaurant de Tokyo et le chef vous apporte un plat qui vous étonne un peu parce qu'il utilise des légumes qui sont un petit peu hors saison ou un petit peu encore accrochés à la saison qui vient de partir justement. Et il vous répond mais mademoiselle, je n'ai pas votre âge et puis moi c'est peut-être la dernière fois que je vais pouvoir goûter à ces légumes. Et comme petit épisode, ce restaurant entre-temps est fermé. Donc je sais. Il a eu bien raison de les préparer encore. Marindia, j'aimerais aussi vous entendre, on aimerait tous vous entendre. J'ai sélectionné un petit extrait. Donc, c'est la première fois que la chef, qui est très jeune, qui a 16-17 ans, va confectionner un repas pour les gens pour qui elle travaille, parce qu'elle est domestique donc, d'un couple qui s'appelle les Clapeaux, une sorte de couple bourgeois un peu vulgaire. Voilà, et c'est le moment du dessert. Et son approche du premier dessert me semble très, très symptomatique à partir de là. Oui, si ça vous va. De telle sorte qu'elle confectionna un dessert sans penser à eux, sans penser non plus, à l'inverse du poulet dénaturé ou de la soupe de poisson, à les éblouir. Son dessert devait être intransigeant, peu enjôleur, irréprochable toutefois dans le cadre sévère de son propos. Seul ce dernier pourrait être critiqué ou moqué ou rejeté avec indignation, non ce qu'il aurait produit d'une sèche perfection. Elle fit rapidement, avec toute la dextérité qu'elle avait vue dans les gestes de la cuisinière de Marmande, une pâte à tarte dans laquelle elle ne mit pas de beurre, mais simplement de la farine, 2 œufs et de l'eau. Elle disposa dessus des quartiers de pêche bien serrés, saupoudra d'une pincée de sucre, d'un peu de sel et, laconiquement, feignant de s'en apercevoir à peine, de verveine hachée menue,
cueillie au pied du perron. Elle n'était pas certaine qu'une telle tarte serait savoureuse, ni que les clapeaux pourraient seulement en manger une part entière, tant la recette allait à l'encontre de leurs habitudes. Elle n'était pas certaine non plus qu'elle aurait elle-même plaisir à manger de cette tarte, ou plutôt que le plaisir qu'elle en tirerait peut-être lui viendrait d'autre chose que de savoir qu'elle avait réalisé un mets rigoureusement juste, harmonieux et équilibré dans son austérité, un mets qui, selon l'expression que la chef aimerait plus tard emprunter aux vêtements, tombait à la perfection. Elle n'était pas certaine du plaisir, elle était presque en revanche de la réussite synthétique. Cela lui convenait. Il était fondamental pour elle d'avoir raison, non de convaincre, mais de savoir intimement qu'elle ne s'était pas trompée, que son intuition l'avait bien guidée et que ce qu'elle avait eu en tête, ce qui avait flotté à l'orée de son esprit comme une image qu'on voit en rêve, précise, plus réelle que la réalité, évidente et implacable, peut-être laide, mais d'une laideur pleine de dignité et d'assurance, elle avait su le matérialiser de la façon la plus pénétrante, délicate. Ainsi, ayant eu la vision idéale et simple d'une tarte aux pêches, d'une nuance ambrée, appuyée par quelque chose qu'elle imagina être de la verveine, et tout juste dorée, de manière mate et sobre, par un soupçon de sucre caramélisé. La cuisinière de Marmande badigeonnait toujours les tartes d'un épais sirop de sucre et de confiture d'abricot. Les tartes arrivaient sur la table brillantes, lustrées, glacées comme des ornements de pierre tombale. Les clapeaux s'exclamaient « Comme c'est beau, il ne faudrait pas y toucher ». Et la chef, se rappelant cela, songeait sans inquiétude que les clapeaux préféreraient peut-être ne pas toucher à sa tarte, tant ils la trouveraient disgracieuse, rébarbative. Elle y songeait sans inquiétude, avec un rien de déception anticipée. Elle détestait le gaspillage et savait qu'elle-même ne s'approcherait de son dessert que pour l'éprouver. Elle fut satisfaite de constater, la tarte sortie du four, qu'il n'y avait aucune dissemblance entre l'objet et l'évocation prémonitoire qu'elle en avait eue, si bien qu'elle oublia celle-ci et put donner à sa tarte réelle le statut de point de repère idéal pour toutes les tartes qu'elle devrait faire à l'avenir. Et elle pourrait aimer de la sorte, préparer et offrir un dessert. Elle le pourrait sans avoir l'impression de s'abaisser elle-même et de faire plaisir aux clients. Elle inventerait la probité et le respect de soi dans le dessert. Merci. Alors, on le voit, je pense, exemplairement dans cet extrait. La chef possède une approche très, très particulière de la cuisine, un peu désarçonnante. Il s'agit certes d'une cuisine agréable au sens, mais ce n'est pas une cuisine de réconfort. C'est une cuisine mesurée, voire austère, certainement pas facile ni évidente. Et d'ailleurs, la chef a beaucoup de répugnance par rapport à tout un pan de la cuisine qui pourrait être directement séduisante, une cuisine, comme elle le dit, onctueuse et molle. Et j'avais très envie de faire une petite extension à l'écriture sur cette question de la satisfaction, au fond, du mangeur et du lecteur, puisque j'avais lu une interview de vous, que vous donniez à l'Obs, où vous disiez « J'essaye de produire un bel objet littérairement esthétique, harmonieux. C'est accessible, mais rien n'est donné. On doit se débrouiller. » Il y a, Marine Diaye, dans votre idée du roman, que le lecteur n'y trouvera peut-être pas toutes les réponses. Ce souci de ne pas tout à fait satisfaire, ne pas donner au lecteur exactement ce qu'il attend, est-ce que c'est, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, une manière de rester dans l'esprit du lecteur, de ne pas le satisfaire complètement, de la même manière que les clients du restaurant de la chef auront envie d'y revenir parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est jamais tout à fait donné à eux dans la cuisine qu'elle y fait? Oui, c'est une analogie qu'on peut faire, certainement. L'idée, en tout cas, tant pour la chef que, en ce qui me concerne, dans ce que j'écris, c'est de demander un léger effort ou un effort plus important, c'est selon au lecteur, mais en lui assurant, je ne sais pas, mais en tout cas en lui faisant entrevoir qu'il y aura malgré tout une récompense à cet effort, que l'effort ne va pas être absolument frustré, mais que
en effet, ça ne m'intéresse pas de faire des choses dont j'aurais l'impression qu'elles sont extrêmement simples, qu'elles sont... D'ailleurs, j'ai l'impression que la littérature ne peut s'en sortir que de cette façon, parce que aujourd'hui, avec les images, les séries, les films, notre besoin d'histoire, il est largement rassasié. Enfin, on a, avec tous ces produits dont certains sont excellents, un flot d'histoires de toutes sortes. Donc, si le roman ne fait que raconter une histoire, il le fera moins bien, sans doute, que beaucoup de ces scénaristes. Et je ne vois pas comment il peut concurrencer ces autres formes de distraction ou d'expression. Il me semble que la seule manière qu'il a de lutter, c'est d'offrir ce que les images n'offrent pas, c'est-à-dire une écriture littéraire, un style d'écriture qui ne peut appartenir qu'à l'écrit, en quelque sorte. Alors, sur cette question de l'épure, je trouve que c'est un lien qu'on peut faire vraiment entre vos deux approches, puisque d'entrée, je citais Jim Harrison ou Alexandre Dumas. On est loin dans vos livres de la figure de l'outre-mangeur ou de l'opulence qui peut, par exemple, se dégager de la vision de la cuisine chez ces deux auteurs. Ryoko, on a l'image quand même de chefs japonais faisant souvent l'éloge du peu, du lent, d'une pureté. Et vous avancez par exemple que la cuisine française fonctionne plutôt par addition, là où la gastronomie japonaise procéderait plutôt par soustraction. Alors, fonctionner par addition, on voit plutôt ce que ça peut donner sur une table dans le roman national français autour de la cuisine. Soustraction, on voit peut-être moins. Est-ce que vous pourriez nous dire ce dont il s'agit ? Oui, en fait, ça rejoint un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la cuisine, donc qui peut être dont on ne sent pas beaucoup le goût, bien, mais qui peut sentir autre chose, mais qu'il faut avoir aussi, encore une fois, un peu d'effort aussi, de dédication, parce que sinon, donc, on peut tout à fait se contenter de dire que comme je vous ai dit, c'est fade. Mais à part cette histoire d'addition et de soustraction, mais je pense que finalement, c'est très difficile d'être dans la cuisine au milieu bien d'un état équilibré. Non ? Soit on est dans la satiété, soit on est dans la frustration, et que j'ai l'impression que ce point tout petit point où on peut être en équilibre parfait, finalement c'est une illusion, et c'est aussi pour ça que je dis ça parce que le Club des Gourmets, donc je prépare le 2e tome, mais qui sera beaucoup plus sombre, lourd, parce que si avec le premier volet je voulais inviter tout le monde pour qu'il succombe au charme de la cuisine japonaise, après en fait finalement si la cuisine, l'histoire de l'aliment passionne, c'est aussi parce que qu'on parle aussi de la faim. Il y a beaucoup de textes, bien sûr, pendant la guerre, et aussi de certains tabous de devoir manger ce qu'on considère pas comestible, qui reste un tabou de la guerre, enfin qui est... Voilà, qui est de la consommation, par exemple, de la chair humaine, excuse-moi de parler comme ça, mais que c'est un grand problème aussi de la guerre, enfin, et de la guerre japonaise et de la littérature japonaise de
cette période, parce qu'on dit qu'un tiers des soldats morts, la cause de mort, c'est la faim. Donc aussi, je pense que quand on parle de la cuisine, il faut aussi, et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un sujet qui me captive. Bien sûr. Marine Diaye, ce sera ma dernière question déjà. Sur cette question justement de la soustraction, toujours de l'épure, la chef va quand même très loin dans le retrait, dans la discrétion. Elle a beaucoup de répugnance, par exemple, à ce qu'on lui fasse des éloges. C'est quelqu'un qui est extrêmement solitaire, qui a une forme de dureté et je l'ai dit, de retrait. Elle n'est pas dans les coups d'éclat. Et je dirais, votre écriture peut-être non plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et peut-être au fil des livres que vous publiez déjà depuis un certain nombre d'années maintenant, que vous allez de plus en plus vers ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être de moins en moins recours à des tournures épatantes, que vous cherchez peut-être de plus en plus de justesse par rapport à vos premiers livres. Est-ce que d'une certaine manière, l'éthique de la chef se serait imprimée à l'écriture, au style, ou bien est-ce que c'est tout simplement votre éthique que vous lui avez donnée d'une certaine manière? Oui, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense que les choses se font, et ce que vous remarquez en effet de ces différences d'écriture depuis mes débuts, ça me semble juste, et ça me semble dû en grande partie à la maturité, enfin le fait que, étant très jeune, j'avais peu de moyens entre les mains, et j'avais vécu aussi peu, bien sûr, et peut-être que la façon que j'avais de remplir les trous, de combler les lacunes, c'était d'essayer d'user d'un style qui me semblait brillant, ce dont je pense ne plus avoir tout à fait besoin maintenant. Vous évoquez tout à l'heure Jim Harrison et la manière dont il mange dans ses livres. Je trouve ça intéressant parce que Jim Harrison est d'autant plus viril qu'il mange énormément, boit trop, alors que ça me semble très genré aussi. Ça, une femme qui s'empiffre, on va vite considérer qu'elle a un problème, alors que l'homme qui boit trop et mange trop, il est plein de vie. Et peut-être que ça change maintenant, mais de fait, à part dans L'Assommoir de Zola, où on voit Gervaise faire un bon gros repas avec ses voisins, j'ai pas le souvenir d'un roman où on verrait une femme bien manger, bien boire, sans que ce soit symptomatique ou problématique, quoi. C'est vrai. Voilà, encore bien des pistes de réflexion. Puisqu'on est dans un festival littéraire, j'avais peut-être encore juste une dernière question. Est-ce que vous auriez toutes les deux une recommandation culturelle à faire, de préférence un livre, mais ça peut être aussi un film? Est-ce que vous auriez lu un roman, un livre, un essai qui vous aurait particulièrement emporté ces derniers temps? J'y pense parce que je viens tout juste de le finir et qu'il m'a plu énormément. C'est la traduction d'un roman américain de Jonathan Dee, D2E, et qui s'appelle Ceux d'ici. C'est publié chez Plomb, Feu croisé, je crois. Et comme tous les trois autres romans traduits de Jonathan Dee, c'est remarquablement fin et drôle et inquiétant. Ça parle de l'Amérique contemporaine, et il y a quelque chose de très simple, de très humble dans la manière dont il s'intéresse à la vie de gens qu'on appellerait en français des provinciaux, des gens qui vivent en dehors des grandes villes. Et il montre en fait ce qui a fait que Trump est aujourd'hui le président des États-Unis. Ceux d'ici, c'est ça?
Merci. Et vous, Rico ? Alors, ce n'est ni nouveauté, ni... enfin, ça va vous sembler un peu trop, disons, banal. Mais j'étais, ces derniers temps, beaucoup, en fait, dans la lecture de la correspondance entre Mishima et Kawabata, entre 1945 et 1970, et qui est vraiment intéressant, en fait, quand on pense aux questions de don, donc de donner et recevoir. C'est parce que quand la correspondance commence, Mishima est encore étudiant en droit et qui n'est pas encore voilà, écrivain, et que Kawabata déjà l'écrivain confirmé. Donc, et déjà, on peut dire que pour lui, de recevoir la lettre de Kawabata, c'est un cadeau. Et après, donc, il continue la correspondance. Mishima devient très connu aussi. En fait, Kawabata, entre-temps, s'affaiblit, devient indépendant de somnifères. Et il s'offre à la fois des livres, leurs livres, les commentaires aussi du livre. Donc, à ce moment-là, on peut dire, est-ce que le fait d'offrir à quelqu'un un livre, est-ce que c'est un cadeau ou bien est-ce que c'est une obligation pour que l'autre lui réponde, lui fasse le commentaire qui serait un cadeau aussi, et jusqu'à offrir la statue de Mayol. Oui, mais Kawabata était aussi en fait très connu comme quelqu'un qui découvre le genre de talent, et il soutient ces écrivains pour qu'ils puissent en fait publier. Et là aussi, donc on rejoint le sens de don. Donc de découvreur, de don et donner la chance. Donc ça, je pense que il est voilà, donc ça existe en français, en poche. Je vous invite à le lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Et donc Marine Ndiaye et Rico Sekiguchi ont accepté de vous dédicacer leur livre. Donc ce sera à l'entrée de la Bellone dans quelques minutes. Merci. Merci.